Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau dans votre émission Ilm wa Hadara, Science et Civilisation. Nous allons continuer à explorer un domaine que nous avons déjà abordé dans des émissions précédentes, celui des neurosciences. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission Monsieur Abdelhamid Ben Azzouz. Monsieur, bonjour. Bonjour, c'est Ali Ben Makhlouf. Je suis très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous êtes actuellement à Bordeaux, directeur de recherche au CNRS. Mais avant d'aller plus avant dans l'exploration des neurosciences avec vous, vous êtes neurophysiologiste, nous allons d'abord faire le parcours de votre, j'oserais dire d'abord, scolarité. Votre primaire se passait où? Medinat al-Qasr al-Kabir, dans la Medinat ville de al-Qasr Ksar al-Kabir, très el-Kébir, bien. une petite ville au nord du Maroc. Et donc, vous avez eu votre première scolarité ici. Donc, on salue les personnes de cette ville. Tout à fait. Moi, je tiens à saluer tous les habitants de la ville de Ksar el-Kébir. J'ai fait en fait partie des élèves chanceux qui ont poursuivi leurs études primaires à l'école Ibn Khaldoun, la première école de cette ville, qui a été construite par les Espagnols, une très très belle bâtisse. Et ensuite, je suis parti au lycée, où j'ai fait collège et lycée, lycée El Mohammadi. Donc, ça, dans quelle ville? Toujours pareil, à la ville de Ksar el-Kébir, au nord du Maroc, très tout bien. à fait. Et une fois, en fait, j'ai eu mon bac. D'ailleurs, une petite anecdote, j'ai fait de la musique au conservatoire en parallèle. Ah, Donc, je suis superbe. musicien. Oui. J'ai eu même du mal à choisir est-ce que je continue ma carrière scientifique ou je fais plutôt une carrière professionnelle musique. Ah oui. Mais bon, j'ai vite fait le choix. C'est pour ça que je suis allé plutôt à la faculté des sciences de la ville de Tétouan, qui venait d'ouvrir ses portes. Et j'ai Abdelmalek à l'université Abdelmalek Saadi. Et une fois j'ai eu ma licence, je suis parti à Bordeaux pour d'abord faire un DEA en neurosciences et pharmacologie. C'est l'équivalent de maintenant qu'on appelle le master. Et j'ai poursuivi mes études supérieures universitaires en faisant une thèse de doctorat en neurosciences et pharmacologie. Faisons une halte à cette université de Tétouan, Abdelmalek Saadi. Ce sont des études qu'on appelait comment? De biologie De biologie, j'ai fait donc c'est de la biologie générale au départ? Au départ, c'était de la biologie-géologie Oui. jusqu'au DUG, et après, les 2 années suivantes, c'était de la physiologie animale. Physiologie animale, qui est exactement. Importante pour les essais précliniques dont Tout on à va fait. parler tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Et pour aller plus dans l'approfondissement de vos recherches, vous avez rejoint donc Bordeaux, l'université Victor Ségalène. Ségalène à l'époque, maintenant qu'on appelle l'université de Bordeaux, parce que toutes les universités de Bordeaux se sont regroupées. L'université Bordeaux 1, Bordeaux 2, Bordeaux 4. Bordeaux 3 est devenue l'université Montaigne, là où il y a la faculté de lettres. Oui, c'est cela. Mais la faculté donc je suis à la faculté de médecine qui fait partie de l'université de Bordeaux, où je travaille, j'ai une équipe de recherche là-bas. Alors précisément, on parle d'université, mais vous êtes directeur de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Et pour familiariser notre public avec ces structures, vous êtes dans ce qu'on appelle une unité mixte de recherche, UMR, mixte parce qu'il y a des chercheurs et des enseignants. Tout à fait. En fait, mixte parce que c'est une université qui dépend, c'est un laboratoire qui dépend du CNRS, mais aussi de l'université de Bordeaux. C'est pour ça qu'on appelle en fait une UMR, une unité mixte de recherche. Mais c'est un peu plus compliqué que ça par rapport à moi, parce que moi je suis pas directeur de recherche CNRS, je suis directeur de recherche INSERM. INSERM. Mais je travaille depuis toujours. Alors on va donner le label de INSERM. Alors c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et bien sûr la santé, parce que vous vous êtes spécialisé dans les dysfonctionnements cérébraux, la maladie de Parkinson dont on va parler dans un instant. Mais avant cela, peut-être vos responsabilités dans ces laboratoires. Vous avez d'abord dirigé pendant 10 ans une unité de neurochimie et de stimulation cérébrale profonde. Et maintenant, vous avez une autre équipe plutôt orientée
La thématique globale de toutes les équipes que j'ai dirigées est autour de la maladie de Parkinson. C'est cela. Mais ça dépend Vous êtes des... Monsieur Parkinson, Ouais, voilà, si je puis dire. vraiment, mon nom est rattaché au Parkinson. C'est cela. Et après, c'est les intérêts par rapport à une période donnée, qu'est-ce qu'on a mis en avant dans l'équipe. C'est cela. Donc, on a fait beaucoup de neurochimie à une époque. C'est pour ça que l'équipe s'appelait neurochimie, stimulation cérébrale profonde et Parkinson. Mais actuellement, on travaille plus sur les systèmes monoaminergiques, dopamine, noradrénaline, sérotonine. C'est pour ça qu'on parle de l'équipe monoamine, Parkinson et douleur. Pourquoi douleur? Parce que c'est un des symptômes les plus handicapants de la maladie de Parkinson. Donc, pratiquement tous les Parkinsoniens ou un très très grand nombre de Parkinsoniens souffrent aussi de douleur. Alors, nous allons maintenant entrer complètement dans votre recherche. Donc, effectivement, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative. C'est une maladie que vous, qui êtes neurophysiologiste, vous l'abordez bien sûr à partir de recherches qui puissent aller au-delà même des symptômes, vers la connaissance des causes de cette maladie. Et pour ces recherches, vous tenez beaucoup compte de ce que l'on appelle les essais précliniques qui sont faits sur les animaux. Qu'avez-vous appris de ces essais cliniques, des essais précliniques sur le singe, je crois, notamment? Oui, tout à fait. Alors, l'avantage de la maladie de Parkinson, en fait, c'est qu'on a de très, très bons modèles animaux de la maladie pour simuler les symptômes de cette maladie. Donc, les animaux en fait qu'on utilise le plus, les meilleurs modèles qu'on a, c'est la souris, rat et singe. Et bien sûr, le singe, on l'appelle le gold standard parce que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui touche la motricité. L'handicap est vraiment moteur. Les mouvements anormaux. Les mouvements anormaux, la rigidité, la kinésie, le tremblement. Quand on regarde ces symptômes-là, pour les reproduire chez le rat ou la souris, c'est difficile. Par contre, on peut les reproduire de façon excellente chez le singe. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le gold standard. Donc, on a une neurotoxine qu'on injecte dans le cerveau, dans une toute petite région du cerveau chez le singe pour le rendre parkinsonien. Cette neurotoxine, on l'appelle le MPTP. Donc, c'est un analogue de la dopamine. Cette neurotoxine va reconnaître spécifiquement les neurones dopaminergiques. Elle va rentrer dedans et elle va provoquer leur mort de façon très spécifique, sélective. Donc, d'où l'intérêt de travailler sur ces modèles-là pour reproduire la symptomatologie qu'on voit en fait chez l'homme. On arrive à reproduire la kinésie et la rigidité sur ces modèles animaux. Oui, alors précisément, on a recours à ces essais précliniques parce que nous sommes face à des cas sévères côté humain. Il faut bien comprendre que maintenant, on remet de plus en plus en cause la question de l'expérimentation animale, mais il est vrai que la dignité de la recherche, c'est pour sauver aussi la dignité humaine et faire que les gens écartent d'eux-mêmes la souffrance. Donc c'est parfois effectivement on a des dilemmes éthiques, mais les résultats sont très probants. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a un des très très bons exemples qui est pris dans tous les rapports pour défendre l'existence de l'expérimentation animale, c'est le développement de la stimulation cérébrale profonde dont je vais parler un petit peu plus tard. Oui, oui. Alors en fait, ces modèles sont très importants parce que l'handicap est moteur et ça affecte tous les muscles du corps, internes et externes. Donc, c'est pour ça que la maladie de Parkinson est une des pathologies handicapantes motrices graves. Donc, il faut reproduire ces symptômes et on ne peut pas les reproduire sur des cellules en culture, c'est impossible. Donc, il nous faut un organisme complet avec une motricité qu'on peut vraiment et analyser, pouvoir diagnostiquer et quantifier les paramètres moteurs. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur l'animal. Oui. Et du coup, grâce à ces modèles animaux que j'ai décrits, que ce soit le rat ou le singe ou la souris, on a pu comprendre la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Quelles sont les perturbations au niveau des différentes structures cérébrales qui constituent le circuit moteur nerveux qui sont impliquées dans la physiopathologie de la maladie. Et c'est grâce à ces connaissances-là, et c'est grâce à ces modèles animaux qu'on a pu identifier des structures qu'on a ciblées pour aller implanter des électrodes de stimulation.
Voilà, alors nous arrivons tout naturellement à cette technique de l'implantation des électrodes dans une partie du cerveau qui est le noyau sous-thalamique, et c'est ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Alors précisément sur cette stimulation qui est véritablement le cœur de votre recherche, nous devons mentionner une chose avant de la développer, c'est que durant vos études, vous avez eu un post-doctorat auprès du professeur Louis Bellabide de Grenoble, qui est considéré comme le grand chef premier de cette stimulation cérébrale profonde. Il a fait les premiers essais et qu'est-ce que vous avez appris auprès de lui et qu'est-ce que vous avez développé après dans votre transfert à Bordeaux? Oui, d'abord, en fait, l'histoire de la stimulation cérébrale profonde, c'est que le premier travail qui a été fait pour la stimulation du noyau sous-thalamique, c'était mon sujet de thèse quand j'étais encore à Bordeaux. Donc, j'ai fait mon travail, en fait, de développement et de mise au point de cette stimulation au niveau chez le singe dans le laboratoire de Bernard Biolac. Et ça, c'était à Bordeaux. Ça, c'était la première étape, en fait, du noyau sous-thalamique. Et une fois, nous avons montré son efficacité chez l'animal, chez le singe MPTP, c'est là où Ben Abid était intéressé pour passer au transfert aux patients parkinsoniens, d'où mon départ de Bordeaux à Grenoble, où j'ai fait avec lui les premiers patients dans l'histoire de la stimulation du noyau sous-thalamique. Donc, j'ai des souvenirs magnifiques parce que quand quelque chose chez le singe, vous voyez que ça marche très bien, et que vous passez à l'homme, il y avait un stress et une anxiété énorme parce qu'on ne sait jamais est-ce que ça va marcher ou pas. Et je peux vous assurer, quand on a vu les résultats, c'était vraiment la joie parce que vous voyez que votre rapport enfin est passé à l'homme avec un résultat très très bon. Magnifique. Et ça, moi, je vous ai écouté à Tanger lors d'un colloque et vous avez montré des images de patients qui étaient exténués de sueur en raison des mouvements anormaux, qui faisaient que comme s'ils étaient en train de faire du marathon non-stop et qui après retrouvent un calme et une sérénité qui est associée à tout de même la quiétude humaine. Et donc, je comprends mieux maintenant, si vous voulez, la collaboration avec Ben Abid. Vous avez donc le saut vers l'humain a été fait là, et vous revenez à Bordeaux, vous avez passé votre thèse où vous aviez fait ces essais précliniques sur le singe, et là, au CNRS, vous développez complètement, j'allais dire, la récurrence des occurrences du traitement du patient parkinsonien par la stimulation cérébrale profonde. Tout à fait. En fait, je suis resté 8 ans avec Halim Louis Ben Abid. J'ai appris énormément de choses avec lui. C'est au-delà d'un postdoc, ça. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai eu mon poste de chargé de recherche à l'INSERM de première classe quand j'étais encore à Grenoble en 1998. C'est cela. Et donc, après, en 2001, je suis revenu à Bordeaux pour développer mes recherches. Et là, surtout en préclinique, tout en participant aux chirurgies Parkinson, au bloc opératoire. En fait, ce que je fais au bloc opératoire, c'est que c'est moi qui descends des microélectrodes dans le cerveau pour identifier, en fonction des patterns électriques des structures du cerveau, où est-ce qu'il est le noyau sous-thalamique. Et une fois j'identifie des caractéristiques du noyau avec ses activités électriques anormales, j'identifie le point où le neurochirurgien doit descendre et mettre l'électrode définitive. C'est vraiment une intelligence participative. Tout à fait, ouais. En fait, c'est un travail d'équipe. La neurochirurgie du Parkinson ne dépend pas d'une seule personne. Il y a le neurologue, il y a le neurophysiologiste qui va identifier par électrophysiologie donc le noyau, et il y a le neurochirurgien qui fait l'acte chirurgical d'implantation précis, plus le radiologue, les infirmières, le kinésithérapeute. Donc c'est un travail vraiment d'équipe. Ça s'appelle une prise en charge. Voilà, c'est une prise en charge par une équipe solidaire. C'est cela. Les centres qui n'ont pas cette solidarité entre les différentes équipes ne peuvent pas réussir cette chirurgie. J'insiste là-dessus parce que c'est très très important. Donc ce travail, je le fais aussi à Bordeaux depuis mon retour, mais en même temps, j'anime une équipe à l'Institut des maladies neurodégénératives où on essaie de comprendre maintenant les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson. Parce qu'on arrive plus ou moins à gérer avec les médicaments
et ensuite la stimulation cérébrale profonde, donc tout ce qui est symptômes moteurs handicapants. Mais à un moment donné, ces traitements médicamenteux ne marchent pas très bien. Et la stimulation cérébrale profonde va permettre d'améliorer de façon très importante les symptômes moteurs, mais certains symptômes non moteurs ne sont pas améliorés, ou ils sont même potentialisés. Donc actuellement, dans mon équipe, on essaie de comprendre la physiopathologie de ces symptômes non moteurs, comme la dépression, l'anxiété, la douleur, qui est un axe très important dans notre équipe, pour essayer de proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques à ces symptômes non moteurs qui sont très handicapants aussi. Et qui sont qui véhiculent beaucoup de douleurs, et c'est toujours la douleur qui fait venir un patient chez un médecin. C'est que quelque chose ne va pas, et c'est l'élément déclenchant de l'arrivée chez un neurologue. On revient à votre propre travail de neurophysiologiste. Cette identification du noyau sous-thalamique, elle vous a pris beaucoup de temps pour savoir exactement ce noyau on va dire un noyau d'olive, qui est là, pour que vous puissiez précisément le reconnaître et que les électrodes ne soient pas placées à côté. En fait, c'est un tout petit noyau. Pourquoi on appelle la stimulation cérébrale profonde? Parce que c'est un noyau cérébral, mais qui est très profond au niveau du cerveau. Et il est tout petit parce qu'il représente la taille du noyau d'une petite olive. Donc, il faut vraiment aller le chercher. Alors, on a plusieurs approches. Maintenant, avec l'évolution technologique, l'évolution de l'IRM, donc on arrive à voir le noyau sur les images de l'IRM pour faire les calculs, en fait, ce qu'on appelle les calculs stéréotaxiques pour le neurochirurgien, l'identifie anatomiquement. Mais l'électrophysiologie nous permet, en fait, de faire du targeting ou du ciblage fonctionnel. Parce qu'on va vraiment voir l'activité des neurones et on va identifier en fonction de leurs caractéristiques. Donc ça, c'est un travail fondamental. Et ça vient en fait de la recherche fondamentale et préclinique. Parce que une trentaine d'années avant l'application chez l'homme de cette stimulation cérébrale profonde, beaucoup d'équipes dans le monde ont travaillé sur l'identification des structures impliquées dans la physiopathologie de la maladie de Parkinson. En fait, c'est un groupe de structures qu'on appelle les ganglions de la base, et le noyau sous-thalamique en fait partie. Et c'est celui, en fait, qui est vraiment identifié par son caractère glutamatergique excitateur, comparé aux autres structures qui sont tous inhibitrices GABAergiques. Et comme il est hyperactif et avec une activité électrophysiologique complètement anarchique, on essaie de contrôler son activité par la stimulation électrique. Donc, c'est beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits auparavant pour l'identification de ce noyau, pas que notre équipe. Je comprends. C'est un travail je reviens sur un point important, cette taille de noyau d'une petite olive. Si précisément, je suppose qu'il est arrivé que ces électrodes soient placées un petit peu à côté et pas complètement dessus. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Alors, il y a deux solutions. Soit on a un résultat qui est nul et qu'il faudra mieux réopérer le patient, retirer ses électrodes et remettre d'autres. Par contre, actuellement, il y a une nouvelle technologie développée par plusieurs industriels qu'on appelle la stimulation directionnelle. On est capable maintenant, au niveau d'une électrode, de stimuler juste une partie d'un contact de l'électrode qui est le plus proche du noyau sous-thalamique et éviter de stimuler d'autres structures avoisinantes pour éviter les effets secondaires. Si on peut contrôler en fait les symptômes avec cette stimulation unidirectionnelle, pourquoi pas? On peut faire profiter le patient avec cette stimulation qui est raccourcie, réduite au niveau de la surface de la stimulation. Par contre, si le résultat n'est pas satisfaisant, il vaut mieux réopérer le patient. Alors c'est cela. Donc aujourd'hui, tout de même, ce qui est rassurant, ce n'est pas précisément de cette idée d'avoir à réopérer le patient, ça c'est pas rassurant, mais ce qui est rassurant, c'est que l'identification se fait de mieux en mieux et que ça permet, quelque chose qui est très controversé, mais je crois qui fut très controversé, qu'il est un peu moins, c'est que l'on puisse étendre l'usage de la stimulation cérébrale profonde à d'autres symptômes que ceux de Parkinson. On a parlé des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, on a parlé
même de l'obésité, Tout à fait. même de certains comportements jugés dysfonctionnels en société. Alors, que pensez-vous de cette extension de la stimulation cérébrale profonde qui va, comme vous dites si bien, profondément dans ce sous-noyau, noyau sous-thalamique? Que pensez-vous de cette extension et de ces risques? Là, vraiment, vous posez une question très, très importante. Il y a beaucoup de pathologies du cerveau qui n'ont pas de traitement médicamenteux ou de traitement chirurgical. D'où l'intérêt de penser à cette stimulation cérébrale profonde. Et d'étendre son usage au-delà de Parkinson. Bien sûr. On a appris beaucoup de choses avec la maladie de Parkinson et l'application de cette stimulation profonde. On sait très bien qu'est-ce qu'on fait et comment on procède. Alors, Monsieur Ben Azzouz, vous avez une reconnaissance internationale, plus de 100 articles référencés. Vous avez travaillé avec la Turquie, avec le Portugal, vous venez de parler de l'Espagne, de la France, bien sûr, du Maroc. Vous avez eu plusieurs prix, le prix de l'Académie des sciences en France, le prix de, bien sûr, France Parkinson, le prix de l'Académie de médecine. À chaque fois, on vous reconnaît d'avoir été co-inventeur d'une méthode que vous avez si bien décrite tout à l'heure. Souvent pour les prix, ça donne encore plus de défis pour en réaliser d'autres recherches. Aujourd'hui, précisément, vous êtes dans cette phase de continuer, de prolonger ou de continuer à monter vers plus de réalisations. Merci beaucoup, Monsieur Abdelhamid Ben Azzouz, pour votre venue ici dans cette émission Sciences et Civilisation. Merci, chères téléspectatrices, merci, chers téléspectateurs, pour votre présence, pour votre attention, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.